Bonjour à tous. Aujourd'hui, correction de l'exercice 2 sur la TD 2 des lois de l'induction. Alors, commençons par lire l'énoncé. Donc, il s'agit le titre spire en rotation. Il s'agit d'une spire C de rayon R de diamètre D de même type que celles qui sont représentées ci-contre. C'est-à-dire, vous avez en fait, donc, on va sectionner juste un rayon de cette, c'est pas évident forcément à comprendre, de ce fil de cuivre ici, qui est enroulé en fait, quand on va le dérouler, il va conserver sa forme, alors, et ça va nous donner alors quelque chose de ce type-là. Je vais faire un schéma beaucoup mieux tout à l'heure, mais de ce type-là. Bon, voilà, on l'aspire comme ceci, et donc elle est refermée sur elle-même. Alors, donc son rayon, c'est pas très malin d'ailleurs d'avoir appelé le rayon. Grand R, on va voir R-spire, on va l'appeler RS, R-spire, comme ceci. De diamètre D, alors, en fait, le fil de cuivre, si on coupe un fil de cuivre c'est quelque chose comme ça. Non, pas comme ça. C'est quelque chose comme ceci. Hop. Voilà, et donc ici, on vous dit que la section, le diamètre est D. Ça, c'est D. D, et donc là, c'est l'air. Ce sera, non, c'est pas sigma. L'air, ce sera dans un très petit S comme ceci. Alors, donc cette spire est en rotation à la vitesse angulaire constante oméga autour d'un de ses diamètres qui constitue l'axe delta. Donc c'est-à-dire, alors, là c'est pour lire l'énoncé en même temps, mais je referai le schéma tout à l'heure sur une autre page. Hop, donc là on a un axe delta, comme ceci. Donc c'est comme ça. Voilà, donc là l'axe delta en rotation autour de l'axe delta. Hop, comme ceci. La vitesse angulaire oméga autour de l'axe delta. Ensuite, cette spire de conductivité sigma est placée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire orthogonal à delta. Donc là, on va représenter le champ magnétique. Alors, je vais le mettre, par exemple, porté par le X, je n'en sais rien. Donc ça, c'est un rayon. Si je le mets comme ça, le champ B, orthogonal à delta, uniforme et stationnaire, je peux le représenter. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est un instant, la spire est face à nous. Évidemment, vu de dessus, ce sera plus simple, l'axe venant. Donc là, vu de dessus, la spire, c'est ça. L'axe delta étant celui-ci. C'est une pseudo-perspective. Vous avez l'axe delta qui est orienté comme ça par UZ, par exemple. Et donc le champ B, lui, est toujours orthogonal à l'axe delta. Donc là, c'est le dessus de la spire. Donc si on fait vraiment une vraie vue du dessus et pas une pseudo-perspective, comme je vais faire, on a la vue, le champ B, l'axe, la spire, le champ B, comme ceci. Là. Donc on va pouvoir appeler l'angle, on va voir ce qu'on fait déjà. Bon, pour la sourcer comme ça. Voilà, donc là, et à un autre instant, la spire, je peux la représenter pour que vraiment vous compreniez, à un autre instant, la spire est comme ceci, tandis que le champ B, lui, n'a pas changé, il a toujours cette direction-là. Le champ B est toujours comme ceci. Alors maintenant, on va pouvoir refaire le schéma pour tout à l'heure, d'abord répondre aux questions. Rappelez la signification des termes en gras. Alors, les termes en gras étant uniforme et stationnaire. Donc, uniforme, même valeur en tout point. Ça, vous le savez, hein. Même valeur en tout point et même direction. Stationnaire, indépendant du temps. Indépendant du temps. De t, du temps.
Donc voilà pour les définitions. Question 2, établissez l'expression de la résistance R de l'aspire. C'est là que justement, c'est pas très malin, parce que là, on s'aperçoit qu'en fait, on note deux grandeurs différentes par la même notation. Il y a un problème dans l'énoncé. Alors si je refais l'aspire, comme ça tout à l'heure, voilà, ton début était acceptable, ton la fin ne l'est pas. Sur cette version, il n'y a pas d'aide au dessin, comme vous avez pu le constater. Et je n'ai pas accès aux formes. Voilà. Donc l'aspire comme ceci, l'axe delta. Là, je vais faire l'aspire également qui est un petit peu tourné. Bon. Là, c'est une autre vue. Une autre vue, elle a un peu tourné, l'aspire. Elle a vu le profil. Et hop, donc l'axe n'a toujours pas changé. Il passe. Voilà. À condition qu'il soit linéaire. L'axe delta avec un moment où l'aspire, là elle est vraiment face à nous ici dans cette situation, alors qu'ici elle n'est pas face à nous. Donc je vais représenter. Je hop, là, on dit zut. Il s'agit du vecteur comme ceci, voilà, comme ça. Alors maintenant, cette spire donc, si je la représente comme ceci, il s'agit en fait d'un conducteur qui a une certaine longueur et une certaine section. Donc la section, on va l'appeler petit s. Là, la longueur du conducteur, eh bien la longueur, on va l'appeler L. Ça va être 2 pi fois le rayon de la spire. Rappelez-vous, ce qu'on avait dit tout à l'heure, rayon de la spire, c'est ceci, R. Donc ça c'est la longueur. Et maintenant, si on cherche l'expression de la résistance, cette résistance va être 2. Alors, on a déjà réfléchi à plusieurs reprises, on l'a vu dans le chapitre sur les dipôles électrocinétiques. La résistance est, comme dans le cas des bouchons, dans le cas de la circulation routière, la résistance au trafic, entre guillemets, ou la résistance au passage des électrons va être d'autant plus importante que la section ici va être faible. Au contraire, si vous avez une très longue file, un grand passage à effectuer, la résistance sera justement plus importante. Donc, en fait, ça va être lié, alors proportionnel, c'est pas forcément proportionnel à la grandeur exactement. En tout cas, c'est R augmente lorsque, ça c'est l'analyse physique, lorsque la longueur du conducteur augmente. Donc, contact, R diminue au contraire lorsque la section augmente. Donc déjà, on a ces deux caractéristiques-là. Et en plus, maintenant, on a les dimensions. Il faut jouer avec ça. Alors, et également aussi, une autre chose, un autre point quand même que je n'ai pas mentionné, c'est le fait que R augmente lorsque la résistivité du matériau Rho égale. Donc la résistivité, qui est l'inverse de la conductivité. Alors elle est notée, on donne peut-être la conductivité, oui. 1 sur la sigma, la conductivité. Lorsque la résistivité du matériau augmente, ce ne sera pas aussi facile de faire passer des électrons à travers du cuivre que de l'argent ou de l'étain, etc. La résistivité est quelque chose qui dépend, une grandeur physique qui dépend du matériau. Alors, dimension de R, en fait, on va mettre les unités peut-être. Étant donné, vous avez l'unité de la, voilà, plutôt que de mettre les dimensions, parce que là ça va nous embêter, ça va être une analyse dimensionnelle, pas forcément besoin d'analyse dimensionnelle. R s'exprime en ohm, qui est équivalent à des Siemens moins 1. L'inverse de Siemens, je l'écris. R en ohm égale Siemens moins 1. On a ce qu'on vous donne, la conductivité,
sigma en siemens mètre moins 1. Et donc, il faut que vous utilisiez ceci et les unités pour pouvoir parvenir à une expression de la résistance qui répond bien à ces deux critères-là, validité des unités et ces deux critères physiques. Donc, si on essaie tout simplement que la résistivité, la résistance augmente lorsque la conductivité diminue, et bien on a ceci déjà. Après, on voit que alors R augmente lorsque L augmente, on peut essayer de mettre L ici. Comme ça, après on pourrait voir que ça pourrait marcher avec d'autres puissances, mais si déjà ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, si vous avez des expressions complexes, on vous demandera de faire des, comme on l'a déjà fait, avec les puissances ML, T, etc., la puissance alpha, bêta, gamma et détermination de alpha, bêta, gamma. Mais si on essaie déjà ceci, alors là on est en mètre, ici en mètre carré, et ici on est en Siemens mètre moins 1. Eh bien vous avez bien des Siemens moins 1 que vous obtenez. Donc, c'est dimensionnellement correct et physiquement correct également. Donc, quand vous avez quelque chose comme ça, évidemment, on aurait pu avoir aussi else, ici, divisé par L au cube, ça marchait la même chose. On aurait obtenu une dimension identique, mais par contre, un phénomène physique qui n'était pas du tout correct parce que c'est impossible que vous ayez la section au numérateur. Donc, application numérique. R égale. Donc on a dit, vous connaissez la conductivité, voilà. Donc 1 sur sigma. Alors qu'est-ce qu'on peut noter plutôt que j'écris complètement tout? On va noter, qu'est-ce qui pourrait être une S? La section du fil de cuivre, c'est donc pi fois son petit rayon au carré. Et le petit rayon, alors je vais regarder, c'est là qu'il fallait bien lire. On vous dit que le diamètre, c'est 0,6 mm. Donc en fait, c'est pi, le diamètre qui est noté dans l'énoncé sur 2 au carré. La longueur ici, on a dit que c'était 2 pi fois le rayon d'aspire. Et le rayon d'aspire, grâce à la petite échelle qui vous est fournie, vous voyez que vous allez de... C'est très approximatif, vous pouvez faire ça mieux que moi, là je fais ça comment 13,5 et 1,5, donc ça fait 12 cm. D, le diamètre D, 12 cm, on va prendre rayon spire 6 cm. Comme ça, ce sera 2 pi. Voilà, normalement, on n'écrivait pas comme ça, 6 cm. Voilà. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Alors évidemment, si vous prenez un diamètre de spire 11 cm, ce sera un petit peu différent. Bon, environ, en ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 2 10 puissance 2 ohms. 200 ohms, 10 puissance par moins 2 ohms, vraiment. Problème d'échelle, justement une résistance très faible. Et heureusement, il marque R très faible, parce que sinon, si vous prenez quelques centimètres de fil de cuivre et que vous avez déjà des résistances importantes, on sera mal pour faire un circuit électrique sans consommation d'énergie. Alors, question 3, non, si c'est la 3A. Établissez l'expression de la FEM induite dans la spire. Alors, là, vous connaissez votre cours. Et vous savez, loi de Faraday. Donc, utilisez votre courbe à chaque fois, votre Faraday, E égale moins d de phi sur dt. Où phi, donc le flux magnétique, flux de champ magnétique, par définition, c'est le produit scalaire. Alors, là, B étant uniforme à travers la spire, on peut nous donner directement B scalaire S. L'expression correcte que vous emploierez l'année prochaine, la double intégrale sur la section de B scalaire ds sur la surface. Alors je vais refaire la spire. Je vais refaire la spire ici, comme ça vous avez le schéma en même temps. Donc là elle est un petit peu tournée.
On a toujours l'axe. Bon, non, l'axe, non, c'est pas une bonne idée. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Le vecteur surface. Alors, on va commencer par orienter la spire. On a besoin d'orienter la spire. Si je l'oriente comme ceci, règle de la main droite, eh bien, le vecteur surface vient vers vous. Comme ceci, le vecteur surface, il est der S, alors je vais écrire ça ici, S, ça va être pi fois RS au carré fois le vecteur normal, orienté par la règle de la main droite, donc il vient vers vous, comme ceci. Sauf que, évidemment, cette spire, elle va tourner. Donc, le vecteur normal va tourner également. Si je le fais un autre instant, si je la fais comme ceci, zut. Si je fais la spire comme ceci, la moitié, et bien le vecteur surface, hop, cette fois, donc on a un vecteur surface qui est peut-être comme ceci. Peut-être pas comme ça d'ailleurs, c'est rien. Peut-être comme ça, un vecteur surface orthogonal à la spire. Bon, donc maintenant il nous faut faire le produit scalaire B scalaire S déjà et déterminer la FE. Donc on est parti, E égale donc moins B sur T. Alors B c'est comme ceci et en fait il faut qu'on fasse le produit scalaire B scalaire S. Alors je reprends ma notation du champ B qui lui est uniforme, qui lui est comme ceci, porté par EX par exemple sur un axe EX. Ce sont des coordonnées cartésiennes, donc on ne bouge pas, Z comme ça, et donc Y comme ceci. Donc on va faire le produit scalaire B scalaire S qui lui est porté par ER. S, ER. Puis, je vais écrire pi RS carré ER. Le vecteur radial, si je le représente ici, c'est S ER avec l'angle θ ici. Donc ça va nous donner tout simplement moins la dérivée par rapport au temps de BS, produit scalaire, cos θ. Or, θ, c'est rien d'autre. D'après les données énoncées, θ n'apparaît pas, mais d'après les données énoncées, θ, ce n'est rien d'autre que oméga t. BS, cos oméga t. On dérive ça par rapport au temps. Ça nous donne B, avec le signement devant, BS, oméga, sinus, oméga t. Maintenant, donc voilà, on a répondu à la question A. Déduisons l'expression du courant induit dans la spire I. Bon, en fait, une fois qu'on a obtenu la FEM, on a le dôme, les bornes de la spire. On cherche une intensité. Rédiger quand même toujours les bornes de la spire de résistance petit r. La résistance R. On a donc E égale R I. Et donc vous en déduisez I égale E sur la Terre, tout simplement. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'expliciter, on a compris. Question 4. Que vaut le moment magnétique de la spire? Bon. 4. Alors, le moment magnétique. On se rappelle, on a noté petit m en cours. Il est noté, il n'y a pas de notation. Petit m, par définition, donc il s'agit de m égale is. Et donc vous avez, pour une spire simple, il n'y a pas n, il n'y en a qu'une seule. Donc là, on vient d'obtenir I, il suffit de recopier BS oméga sinus oméga t sur R
Il faut le porter par le vecteur S. Voilà, donc on a comme ça le vecteur moment magnétique de la sphère. Alors si on vous demande le vecteur moment magnétique, c'est certainement qu'on va vous demander derrière le moment des forces de la place. C'est évident, il y a toujours un lien entre les questions. Et donc c'est ce qu'on vous demande. Déduisez-en le couple de la place instantané, puis moyen qui s'exerce sur la spire. Commentaire. Alors là, vous connaissez votre cours. Donc, je vais noter gamma, le moment des forces de la place. Et étant donné qu'on vous a demandé directement le moment magnétique et que le champ B est uniforme sur la spire, vous avez le droit d'utiliser ceci. Champ B uniforme sur la spire. Donc maintenant, il faut effectuer le produit vectoriel. Alors, je vais refaire la spire, vraiment. D'ailleurs, je vais la refaire, mais c'était aussi simple que je la fasse vue de dessus, peut-être. Bon, comme ceci. Maintenant, vue de dessus. Aspire. Comme ça, le champ B ne change pas l'orientation de champ B. Et vous avez également le vecteur normal à l'aspire, qui lui, je vais le représenter comme ça, par l'aspire, on a dit qu'elle était parcourue par un courant, comme ceci. Donc on a le courant, si on la voit de dessus comme ceci, son vecteur surface est donc orienté vers nous, enfin vers nous ici, mais est donc orienté comme ça. Donc, quelque chose d'orthogonal quand même. Oui, quelque chose d'orthogonal. Oui. Bon, on va dire que c'est orthogonal, donc le vecteur surface est comme ceci. Si la spire est comme ça, le vecteur champ magnétique est lui toujours orienté comme ça. Toujours orienté comme ça, le vecteur surface est lui comme ça. Non. Le vecteur surface est lui comme ceci. Et donc, maintenant, on va représenter l'angle θ. L'angle θ, on a dit que c'était l'angle entre EX et ER. Mais là, en fait, EX, là, c'est S est porté par le θ. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai écrit ça tout à l'heure? C'était bon. Un problème de vecteur, j'ai écrit que c'était ER. C'est θ. Ça ne change rien au niveau du produit scalaire. Mais quand je projette, de toute façon, le produit scalaire, que ce soit moins θ ou le vecteur surface, c'est le moins θ. Ah, j'aurais pas dû écrire ça. Hop, on va éviter ça. Tout simplement, on fait un produit scalaire parce que c'est pas le bon vecteur. S n'est pas du tout porté par ER. Le R n'est pas là. Le ER, il est collinéaire à l'axe de l'aspire, à l'axe dirigé du centre vers un point de l'aspire. En prenant ceci, on efface ceci. Donc justement, maintenant, là, l'angle que nous cherchons, avec lequel nous avons toujours travaillé depuis le début, il est bien entre B et le vecteur surface. Entre B, θ ici, entre B et le vecteur surface. Quelque chose comme ça. Et nous, ce qu'on va devoir effectuer, c'est le moment, donc la θ est là. Θ positif, ensuite positif. Maintenant, donc je reprends l'écriture, elle est écrite ici. Donc gamma à la place égale, comme on a écrit I, S, vectoriel B. Donc là maintenant on va chercher le produit vectoriel entre S et B. S et B, donc ça va nous donner, B étant ici, en moins θ. Donc on va avoir I, S, B, sinus de moins oméga t, de moins θ, donc de moins oméga t. Moins θ égale donc I, S, B,
sinus de moins oméga t. Et, eh bien, il ne reste plus qu'à recopier tout, enfin, remplacer. Donc ça nous donne moins B2 plus 2 sur R, oméga, sinus carré, oméga t, est porté par l'axe U delta, le vecteur orthogonal à la fois à S et à B étant le vecteur porté par U delta, mais sans oublier le signe moins au niveau du produit scalaire. Parce que là, ici, le θ est négatif. Alors attention, regardez plutôt ce schéma ici. Hop, attention, signe de θ ici. Là, θ est bien dans le sens positif, et par contre, quand on fait effectuer le produit scalaire S vectoriel B, vous avez bien sinus de moins θ. Alors, ce qu'on peut noter, pour ça, il faut toujours répondre aux questions, jusqu'à la dernière ligne, commentaire. Ah non, non, même pas fini, parce qu'on vous demande le couple moyen. Donc avant de faire le commentaire, on va faire d'abord le couple moyen. Gamme à la place. Gamme à la place moyen. Eh bien, c'est la moyenne temporelle de cette expression. Alors, tout ceci est indépendant du temps, et seulement cette expression dépend de t. Et que va être là? Alors, il faut que vous appreniez à ça, que vous sachiez le faire. Mais la valeur moyenne de sinus carré sur une période, la valeur moyenne de sinus carré sur une période, c'est 1/2. Donc, je le retrouve comme ça. Donc, vous allez avoir tout simplement moins 1/2 de b carré s carré oméga sur r égale delta. Je mets en remarque CF, valeur moyenne d'une grandeur de U, par exemple, c'est 1 sur T, intégrale de 0 à T, de U dt. U dt dt. Alors, sauf qu'ici, il faut linéariser. Vous vous rappelez, il s'agit d'un carré, donc il faut linéariser. Donc ce calcul est à savoir-faire, on l'a fait plusieurs fois en TD, en cours, en TP. Il faut que vous sachiez le faire, évidemment, mais vous avez le droit ici de balancer la valeur moyenne d'un carré, que ce soit sinus carré, cos carré, sur une période, c'est 1/2. Alors maintenant, commentaire. On s'aperçoit que le couple moyen de Laplace est porté par moins U delta. Donc ça veut dire que le couple des actions de Laplace, alors que la spire est en train de tourner comme ça, elle est en train de tourner selon plus U delta. Et bien le couple des actions de Laplace, que fait-il? Il freine la spire. Freine la spire. Encore un résultat qui va dans le même sens que celui qu'on a dit. Les effets de l'induction s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance en fait. Donc là, initialement la spire tourne, au départ initialement. La spire tourne, elle est parcourue par un courant, induit, tourne dans un champ B, dans un champ B, en réponse, elle est parcourue par un courant induit, je vais préciser ça, induit, qui tend à, qui provoque l'apparition. Ça va être un peu lourd dans la réflexion. Un courant induit qui crée gamma Laplace, qui tend à freiner la spire. C'est ça que ça veut dire en fait. Vous avez la spire qui est initialement plongée dans un champ B mais en train de tourner, un courant induit apparaît et ce courant induit crée un couple qui va tendre à s'opposer à la rotation initiale de la spire.
va la freiner, va aller selon moins la rotation initiale de la spie. On va revenir dessus, bien sûr, vous inquiétez pas, on va refaire d'autres exercices sur les lois d'induction, mais c'était un premier exercice pour voir un petit peu l'effet du phénomène d'induction sur les systèmes. Retenez ça, l'induction tend toujours à s'opposer aux causes qui lui ont donné naissance.